de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'UFR droit plus précisément. M. Seck est aussi membre actif de l'Association des juristes africains, professeur donc à l'Académie diplomatique africaine. Au plan administratif, une expérience intéressante entre 1993 et 2001, période dans laquelle il est successivement conseiller technique à la primature, puis directeur de cabinet, ensuite conseiller technique numéro 1 du ministère chargé des relations avec les institutions. Professeur, bonjour. Bonjour, monseigneur. Merci d'être avec nous. Alors, ce numéro de point de vue coïncide avec le début de la campagne pour les élections législatives du 1er juillet prochain. Nous allons évoquer plus loin les enjeux de ce scrutin. Mais avant, nous allons nous intéresser à la mission ou aux missions de l'actuel président Macky Sall qui veut instaurer une gouvernance de rupture, comme il le répète souvent. D'emblée, comment vous voyez dans la démarche de façon générale? Merci, M. Ning. Je vous remercie d'abord pour cette invitation. Et c'est l'occasion pour nous d'exprimer un certain nombre de points de vue sur une question nationale. C'est par rapport aux missions du président de la République. Je pense que on peut résumer ces missions en 4. D'abord, le président de la République a pour première tâche de rétablir le crédit de l'État. Donc, crédit dans tous les sens, crédit au plan financier, mais aussi le crédit de l'État, la confiance, n'est-ce pas, de l'État. Et à ce niveau, nous pouvons dire que ces audits, etc., entrent un peu dans ce cadre-là, et nous en reparlerons certainement tout à l'heure au cours de votre émission. La deuxième mission que nous jugeons essentielle, c'est la rationalisation des structures de l'État. Et je pense que cette deuxième mission est une mission capitale en relation avec les agences, la rationalisation des agences, aussi la dépolitisation de l'administration et un certain nombre de mesures sur lesquelles nous attendons le président de la République. Troisième tâche ou mission, c'est par rapport à la socialisation des ressources, puisque il est question dans ce Sénégal de pauvreté, etc., de socialiser les ressources, c'est-à-dire faire descendre les ressources au niveau de la base afin que les populations puissent en bénéficier. Et c'est certainement dans ce cadre-là que le Conseil des ministres a été transféré, délocalisé à Saint-Louis. Nous en reparlerons certainement. Et je pense qu'il faut une politique de proximité et l'État a certainement compris cela. Dernière mission sur laquelle le peuple attend le président, c'est par rapport aux questions juridiques. Donc le rétablissement de l'état de droit face aux questions d'impunité, etc. Et je pense que là aussi le président de la République a une tâche essentielle à accomplir. D'accord. Alors je vous interpelle sur justement cette troisième mission, la socialisation des ressources. L'acte posé dans le courant de la semaine qui consistait à délocaliser le Conseil des ministres, on en parle. Vous mettez ça donc dans le cadre de cette mission-là. Est-ce que vous jugez cela pertinent? Je juge ça très très pertinent, M. Ning, parce que on a longtemps décrié en Afrique l'absence de rigueur dans la gestion des ressources publiques, et aussi on a dénoncé cette inefficacité de l'administration d'une façon générale, aussi bien dans l'élaboration que dans l'exécution des projets de l'État. Et donc cette délocalisation permet au moins d'avoir la température locale, de savoir au moins ce que veulent les populations, et ça crée une proximité entre le gouvernement et le peuple. Et il faut s'en féliciter. Et je suis convaincu que cette délocalisation a été inspirée par un certain nombre de principes sur lesquels je voulais dire quelques mots. C'est d'abord que nous avons besoin dans nos pays d'une certaine, j'allais dire, des hommes nouveaux, et nous avons aussi besoin d'une démarche nouvelle. Une démarche nouvelle qui va consister à déplacer les ministres, pourquoi pas, à la campagne,
de façon à ce que les projets du gouvernement soient élaborés sur la base des sentiments, disons, locaux, et donc pour aussi, n'est-ce pas, le peuple. Donc il faudrait qu'on finisse avec cette façon de gouverner qui consiste à élaborer les projets à partir du 9e étage du building et dans l'ignorance totale des réalités du terrain. Et donc moi je suis d'avis que les ministres aillent à la campagne et qu'ils oui, mais justement, où est la pertinence de délocaliser alors que les structures centrales sont toujours à Dakar? Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent justement de délocaliser, de décentraliser, de déconcentrer même cette administration vers les régions? Bon, la décentralisation a déjà été effectuée, oui. Mais là on parle plutôt d'un problème relatif à la façon de gouverner, oui. C'est-à-dire que je suis convaincu que nous devons avoir un gouvernement qui s'approche du peuple, et certainement que l'État... Et un conseil des ministres suffit, vous le pensez, pour être proche du peuple? C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, parce que là où il faudrait que l'État aille plus loin, c'est dans le cadre de l'élaboration des projets. Parce que s'agissant des paysans, des pêcheurs, etc., il faudrait quand même prendre, disons, la température locale, voir un peu ce que pensent les pêcheurs sur les questions liées à la pêche, ce que pensent les paysans, les agriculteurs, etc., dans l'élaboration d'abord des projets. Oui. Et bon, on constate que malheureusement, le gouvernement est venu avec un projet déjà ficelé. Donc peut-être qu'à l'avenir, il faudrait beaucoup plus de proximité encore dans l'élaboration comme dans l'exécution des projets. Au-delà de la température sociale dont vous parlez, il y a ce discours qui parle carrément d'une démarche politicienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on peut occulter le caractère politique dans cette démarche-là? Bon, je pense que le caractère politique est secondaire par rapport aux préoccupations, n'est-ce pas, de l'État et vis-à-vis des populations. Bon, c'est vrai qu'on est en politique, hein, donc il y a des aspects qui ne sont pas à négliger, mais je pense que ces conseils de ministres délocalisés ont au moins le mérite de rapprocher les gouvernants des gouvernés. Et je pense que c'est une excellente chose. Très bien. Alors, sur un autre registre, cette gouvernance implique la mise en place de mécanismes permettant de faire la lumière sur la gestion précédente, mais aussi de traquer les biens mal acquis. Allusion aux audits et à la loi sur l'enrichissement illicite. Généralement, on s'accorde sur la pertinence ou le bien fondé même de ce choix. Mais est-ce que vous pensez qu'il est bien appliqué? Bon, la démocratie, c'est vrai, suppose la gouvernance, c'est-à-dire gouverner dans le sens de l'intérêt du peuple. Donc, le nouveau président, dans son discours de campagne et tout, parle souvent de serviteurs. Parce que quand on est dans un cadre républicain, il n'y a pas la cour. Donc, ce sont des serviteurs de la République. Et donc, il faudrait que les ministres et les hauts fonctionnaires soient au service de l'intérêt du peuple. C'est ça la bonne gouvernance. Et donc, gouverner dans le sens de l'intérêt du peuple, ça suppose aussi une bonne gestion. Et je pense qu'on ne peut pas, enfin, on n'a pas le droit d'auditer un régime, mais on audite une gestion. Et dans le cadre de la bonne gouvernance, il faut rappeler qu'il y a eu des directives qui ont été données par l'UEMOA pour que les régimes sortants soient audités par les régimes entrants. Et donc, dans ce cadre global, les audits s'imposent. C'est une norme. C'est une norme qui est, disons, internationalisée. Et donc, le Sénégal ne peut pas échapper à cette règle. Puisque le peuple a aussi le droit de demander des comptes au gouvernement. Pas seulement aux ministres, mais aussi aux maires, etc. De leur demander ce qu'ils nous doivent. Surtout dans un contexte de pauvreté. Et donc les audits, je pense que ce sont une nécessité. L'ancien régime, ou les responsables de l'ancien régime, avec à leur tête l'ancien président Abdoulaye Wade, parlent de violation des fondements de la République. Comme argument, ils évoquent la convocation de certaines personnalités qui ont eu à occuper de hautes fonctions, des anciens premiers ministres, le président même du Sénat. Il convoque aussi la loi, j'en ai parlé tout à l'heure, sur l'enrichissement illicite. Alors, est-ce que vous, qui êtes juriste, vous pensez que le droit est ici respecté?
Bon, c'est vrai que la procédure d'audition des hautes personnalités de l'État répond à un certain nombre de normes. On parle de la haute cour de justice en cas de haute trahison, etc., etc. Mais il appartient quand même au Parlement de jouer son rôle. Et malheureusement, nous sommes dans un Parlement qui est un peu en veille, je dirais, dans ce contexte politique, et ce qui explique un peu le non-respect de certaines normes. Mais je pense qu'il faudrait y aller doucement, donc dans le respect des procédures, dans le respect des valeurs de la République et dans le respect du droit. Donc il ne faut pas qu'en essayant de résoudre une injustice, créer d'autres injustices. Donc il faudrait que le droit retrouve sa place aussi dans le cadre de ces audits. Mais je ne pense pas que ce soit un peu l'intention du gouvernement de ne pas respecter la loi. Peut-être qu'il faut attirer son attention sur un certain nombre de principes qu'il faut respecter dans le cadre de ces audits. Toujours en termes de discours, hein, par mesure d'équité, dit l'ancien président, l'enquête sur, par exemple, l'enrichissement illicite doit commencer par lui et son successeur. Vous en pensez quoi? Il a raison? Bon, en tout cas, je pense qu'on est en politique. Hein, et donc, on a l'habitude de dire en politique qu'un homme politique ne suit jamais l'arbre sur lequel il est assis. Donc, quand on occupe des charges publiques, je pense qu'on est dans un cadre immunitaire qui fait que, en tout cas, pendant l'exercice de la fonction, on est intouchable. Mais après, ce n'est plus le cas. Donc, même si aujourd'hui, l'actuel président est en train d'auditer l'ancien président, demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il a le droit d'auditer, n'est-ce pas, le régime sortant conformément au droit en vigueur. Donc, voilà quoi. Et par rapport à, je reste toujours sur le débat juridique par rapport à cette loi sur l'enrichissement illicite, il y a ce renversement de la charge de la preuve qui est discuté dans les débats justement. Vous en pensez quoi en tant que juriste? Bon, la charge de la preuve, bon, de toute façon, quand on est accusé, on doit apporter la preuve contraire. Donc ça, je pense que c'est dans les normes. Donc il appartient à ceux qui sont accusés d'apporter la preuve de leur innocence. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. C'est un principe qui doit être de mise aussi, qui doit se poursuivre. C'est un principe qui doit être respecté. Voilà. D'accord. Alors comment comprenez-vous maintenant cette option-là prise par l'ancien président de rester actif contrairement à ses prédécesseurs? Bon, je pense que le contexte sénégalais aujourd'hui est assez particulier. C'est vrai que nous sommes dans une situation post-électorale. Nous sommes aussi à la veille d'élections législatives. Nous en parlerons certainement tout à l'heure. Donc il y a des enjeux qui s'opposent, des enjeux de pouvoir. Mais je pense que le statut d'un ancien président est quand même assez fort. Le président reste président à vie. Donc c'est comme un ministre, il est à vie, il porte le titre. Donc il y a quand même un certain respect qui doit être attaché à ce statut-là. Donc l'ancien président n'a pas le droit, disons, de s'immiscer ou de gêner. De gêner. Je pense que dans le cadre du jeu démocratique, c'est la courtoisie, la convenance voudrait que les anciens chefs d'État quand même soient en marge, comme l'ont fait les anciens présidents du Sénégal. Et je pense qu'il serait plus sage de se mettre en retrait de la vie politique. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Mais sous l'angle politique, carrément, la lecture que vous en faites, le fait qu'il soit actif auprès de son parti, c'est quoi à votre avis? Le contexte l'exige parce que son parti est menacé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois que dans le cas particulier du Parti démocratique sénégalais, vous savez, le PDS, qui est un vieux parti, a quand même une histoire. Donc depuis Senghor, etc. Et on a l'impression que le parti reste un peu le bébé du président. Donc il n'a pas envie de le lâcher tout de suite parce que le PDS, c'est lui.
qu'il a créé, etc. Donc il y a une affection certainement qui le lie à son parti, ce qui fait qu'il n'a pas envie peut-être que ce parti disparaisse de sitôt de la scène interne, de la scène nationale. Mais je crois que l'histoire suit son cours et l'histoire suit aussi la loi de la vie. Toute organisation politique, tout pouvoir naît, grandit et disparaît. Donc c'est le principe de la vie. Donc il faut aussi qu'on pense à cela. Alors certainement c'est pour sauver son parti, vous venez de le dire. Aujourd'hui, un parti divisé en deux entités, scénario qui était prévisible à votre avis, vous l'avez vu venir ça? Bon, on peut le sentir dans la mesure où au sein de ce parti, il y a une certaine personnalisation, n'est-ce pas, de l'autorité au sein même du parti. Et en tout cas, nous les juristes, nous avons toujours dénoncé l'absence de démocratie à l'intérieur des partis politiques. Souvent, les partis tournent autour d'une personne qui est à la fois le concepteur, le fondateur, le précepteur du parti. Et donc, il n'a pas le droit d'être contredit, sa volonté est toujours supérieure, etc. Et il y a des problèmes de démocratie interne à l'intérieur des partis, ce qui explique d'ailleurs ces éclatements. C'est-à-dire, s'il y a une pression et qu'il n'y a pas d'épanouissement à l'intérieur du parti politique, c'est l'éclatement qui s'ensuit. Cette personnalisation n'est pas justement le propre du PDS. Il y a aussi des voix discordantes dans d'autres formations politiques de la majorité présidentielle, comme le Parti socialiste, où des jeunes réclament la tête du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Bon, oui, c'est un problème souvent qui est général au niveau des partis politiques africains. Souvent, ce sont des partis qui tournent autour d'une personne qui dirige, comme je le disais tout à l'heure, de façon quasi personnelle, ce qui fait qu'il y a souvent des petites difficultés. Bon, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'il faudrait que les leaders aussi sachent qu'il y a quand même nécessité d'une recomposition politique à l'intérieur même des partis politiques. Certains partis ont besoin d'une sorte de cure de rajeunissement, d'un changement de génération, etc. Et certains sont appelés à disparaître et à laisser leur place à d'autres. Et donc c'est peut-être le cas aussi du Parti socialiste. Il faudrait peut-être que le président de ce parti pense aussi à laisser sa place à d'autres. Ce renouvellement de génération, vous pensez qu'il est inéluctable au sein même des formations politiques? Bon, ça va se faire par de gré ou de force, de gré ou de... Voilà, c'est ça, parce que quand vous regardez les bases de ces partis, souvent la composition jeune est très importante. Il y a beaucoup de jeunes dans ces partis politiques. Il y a beaucoup de jeunes dans notre pays qui pèsent aussi sur le plan politique. Donc il faut aussi leur laisser certainement la place. Voilà. D'accord. C'est donc dans ce contexte que va se tenir les élections législatives, que vont se tenir les élections législatives, autant pour moi. La campagne démarre ce dimanche. Par rapport au scrutin présidentiel, certainement on va vers une campagne moins tendue. Hein? Comment est-ce que vous pensez ou vous voyez les enjeux justement de ce scrutin législatif? Cette question est d'une importance capitale parce que quand on dit enjeu, on parle de pouvoir, de répartition du pouvoir. Et ici, il y a 3 ou 4 types d'enjeux qu'il faut spécifier. D'abord, il y a les enjeux politiques. Oui. Au niveau politique, je pense qu'il y a un contexte qui est là, on le disait tout à l'heure, c'est le contexte post-électoral. Et on a l'impression qu'il y a des rapports de force entre les partis politiques qui font que chacun a envie de se positionner. Là, je crois que sur le plan politique, il faut penser à un changement au niveau du système politique sénégalais. L'enjeu, c'est d'abord quel sera le régime politique du futur, issu de ces élections. Quel sera le régime politique du Sénégal d'après les élections? Est-ce qu'il sera parlementaire toujours? Est-ce qu'il sera présidentiel ou présidentialiste? Est-ce qu'il y aura des majorités concordantes à l'Assemblée ou des majorités
discordantes, etc. Est-ce qu'il y aura des jeux d'alliance? Je pense qu'il y a quand même des enjeux très importants sur le plan politique, surtout qu'on vient d'une élection présidentielle. L'autre dimension, c'est la question économique, les enjeux économiques et les enjeux sociaux. Donc sur le plan économique, on connaît bien le contexte dans lequel ces élections vont avoir lieu, la pauvreté, n'est-ce pas, les difficultés du monde rural, les problèmes liés à l'emploi des jeunes, etc. Les questions foncières aussi, qu'on retrouve un peu partout dans le pays. Et sur le plan économique, donc, il y a un certain nombre d'enjeux, n'est-ce pas, pour contrôler un certain nombre de choses. Sur le plan social aussi, je pense que l'enjeu le plus important, c'est cela. Parce qu'on a remarqué que l'ancien régime a quand même réussi les infrastructures, mais a échoué au plan social, on peut le dire. Donc, les attentes sociales sont énormes. Donc, il faudrait que les futurs élus soient quand même à même de résoudre la demande sociale, sous peine d'être sanctionnés. Donc, sur ce plan-là aussi, il y a un certain nombre d'enjeux au plan donc, social. Voilà, dans tous les cas, c'est une néo-opposition qui veut aujourd'hui imposer la cohabitation, qui fera face à une majorité ou à une liste présidentielle qui veut aider le président justement à conduire les réformes. Sous ce rapport-là, vous voyez l'issue du scrutin comment? Est-ce que c'est gagné d'avance pour la coalition présidentielle En tout cas, il y a quand même un certain nombre de difficultés et de contradictions à l'intérieur des coalitions d'une façon générale, donc y compris la coalition présidentielle, puisque n'oublions pas que donc, le président Macky a été soutenu par la coalition Macky 2012 d'abord, ensuite il y a eu Benno Bokk Yakaar, et c'est un peu compliqué, et au Sénégal on a quand même des centaines de partis derrière, ce qui fait que les rapports sont assez serrés. D'ailleurs, la façon dont les investitures se sont déroulées montre très bien qu'il y a encore des problèmes à l'intérieur des coalitions. Il y a des frustrations, il y a des démissions parfois, etc., etc. Donc c'est pas encore joué. Donc rien n'est garanti. Et à écouter les populations aussi, il y a un certain nombre d'attentes qui transcendent les contradictions des hommes politiques. D'accord. Il y a évidemment d'autres partis, peut-être de moindre envergure, qui vont aller à ces élections sous leur propre bannière. L'Assemblée peut être considérée comme une bouée de sauvetage pour ces partis-là? Bon, concernant les partis politiques, ce que je crois pour le Sénégal, c'est que nous vivons une sorte de recomposition de l'espace politique sénégalais. Actuellement, à travers ces coalitions, et à analyser donc ces deux blocs, on voit d'une part qu'il y a des républicains, enfin sous la coupole en tout cas du parti républicain, et d'autre part il y a des démocrates qui se veulent libéraux, etc., etc. Donc je pense que nous devons aller vers une rationalisation aussi des partis politiques. Et je crois que la prochaine assemblée devrait aussi se pencher sur la question de l'organisation des partis politiques. Il faut les rationaliser parce que 173 partis, je pense que c'est énorme dans le cadre d'une république. Voilà. En tout cas, je pense que l'Assemblée n'est pas une bouée de sauvetage. Donc les élections législatives constituent une occasion pour rationaliser justement ces partis. Je crois qu'il faut réfléchir sur la façon de rationaliser ces partis. Peut-être pas en deux blocs, mais ce serait l'idéal. Mais en tout cas de les rationaliser au plus grand bénéfice du peuple sénégalais. Parce que les contradictions des hommes politiques, leurs querelles sont parfois trop absurdes et trop éloignées des préoccupations du peuple. Une démocratie, un pays en voie de démocratie comme le Sénégal, je veux dire, mériterait combien de partis selon vous, toujours dans ce débat autour de la rationalisation? Moi, je pense que les futurs députés
et peut-être sénateur pourraient réfléchir sur la façon de rationaliser les partis politiques. Mais il faudrait qu'on pose la question idéologique, parce que ces partis qui sont ensemble, qu'est-ce qui les lie finalement? Ce sont des principes, ce sont des intérêts, c'est quoi? Donc il faudrait d'abord que le débat soit posé. À ce niveau-là? À ce niveau, la question idéologique, il faut la poser. D'une part, on a des libéraux, et d'autre part, il y a des socio-libéraux. Donc il faudrait voir un peu comment rationaliser tout cela. Et je pense que la société civile, les hommes politiques et intellectuels pourront aider à la réflexion. Voilà. Mais une centaine, vous pensez que c'est raisonnable? Non, je pense qu'une centaine, c'est un peu trop pour une démocratie. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, le plus grand pays démocratique. Il n'y a que deux grands partis, les démocrates et les républicains. Seulement aux États-Unis, c'est un peu inversé par rapport au Sénégal, parce que derrière les républicains aux États-Unis, on a la droite un peu. Et ici, au Sénégal, c'est un peu l'inverse. Les démocrates sont les libéraux, les républicains sont plus proches du social. Donc il faudrait qu'on repose la question, en tout cas par rapport à l'idéologie, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Un élément intéressant dans cette prochaine législature ou dans cette campagne, en tout cas pour les élections législatives, c'est la présence remarquée des religieux. Est-ce que vous avez un point de vue particulier sur cela? Moi, je pense sincèrement que la religion n'a rien à voir avec la politique. Ce sont deux domaines qui sont souvent antinomiques. Parce que la religion suppose le respect de la morale et d'un certain nombre de principes religieux. Or, en politique, on peut dire que tous les coups sont permis. Surtout au Sénégal. Surtout au Sénégal. Je dis souvent à mes étudiants que ce sont peut-être de mauvaises leçons en politique, mais quand vous faites de la politique au Sénégal, il faut être capable de ne pas respecter ses engagements, de ne pas dire la vérité, etc., etc. Donc ces mauvaises leçons ne trouvent pas un lieu d'expression dans le cadre de la religion. Donc c'est un mariage un peu qui est difficile, surtout que ces vieilles idées du Moyen-Âge, comme quoi la religion doit être au-dessus de la politique, ces idées sont rejetées dans le cadre moderne. Maintenant, c'est la politique qui met les religieux à son service. Même si ces religieux sont des citoyens quand même. Ben oui, c'est des citoyens. Je pense que le débat a été très clair. Nous sommes tous des citoyens, quelles que soient nos charges, etc. Je pense que dans le cadre de l'État, d'un État républicain, laïque, tout le monde est membre de la cité. Donc il n'y a pas de personne au-dessus de la cité. C'est l'égalité de tous les citoyens qui doit primer sur les privilèges, etc. Voilà. Alors, les enjeux que vous évoquiez tout à l'heure concernant ces législatives me permettent de vous relancer un peu sur le livre blanc qui est actuellement en confection à votre niveau sur l'élection présidentielle de 2012. Vous évoquiez notamment la dimension socio-économique. Qu'est-ce que, en rapport avec ce que vous avez écrit ou ce que vous êtes en train d'écrire, qu'est-ce que vous pensez de ce discours qui dit que effectivement l'ancien président n'a pas été battu sur son bilan, mais plutôt sur une pression ou en tout cas sur autre chose que son bilan? Est-ce que c'est ce que révèlent effectivement les recherches à votre niveau? Bon, d'abord, je rappelle que ce livre blanc, c'est un peu à l'initiative de l'Association des juristes africains. Et nous travaillons là-dessus depuis le mois de novembre dernier. Et c'est un livre qui sera très intéressant parce qu'il est en train d'être publié. Et on rappelle juste dans ce livre qu'il y a quand même un contexte qui a amené des changements politiques au Sénégal. Le contexte, c'est la pauvreté, la misère, les problèmes du monde rural, la question de la jeunesse, etc., etc. Ça, c'est un peu la question sociale. Ce qui me permet de faire la transition par rapport à votre question. C'est-à-dire, est-ce que l'ancien président a été battu sur la base d'un programme ou d'un bilan? Alors, je pense que c'est vrai que le président Wade a fait construit beaucoup de routes, etc., avec des normes internationales, etc. Mais on l'attendait aussi sur le plan social.
Et dans la campagne présidentielle, pendant cette campagne, le président sortant défendait plus son bilan que des programmes. Or, les Sénégalais l'attendaient sur un programme social. Donc, il n'a pas su quitter l'aspect infrastructure pour, disons, passer dans la sphère sociale. Et c'est pour ça que le nouveau président a aussi une énorme responsabilité, puisque la demande sociale est là. Il a été élu sur cette base. Il y a beaucoup d'urgences à gérer. Il y a beaucoup d'urgences à gérer, et le nouveau président porte sur ses épaules l'immense espoir du peuple sénégalais. Et ces urgences ou cet autre débat sur la gouvernance, certainement vont être les thèmes, vous le pensez, les thèmes de campagne lors de ces législatives? Il y a la question de la gouvernance, mais il y a aussi, enfin d'une façon générale, mais il y a aussi la question sociale. Je pense que la cherté de la vie, les populations en parlent toujours. La question de l'énergie, n'est-ce pas, ces questions-là sont encore là. La question de la pêche, surtout quand vous allez voir les pêcheurs de Guet-Ndar à Saint-Louis, ils sont encore très très préoccupés par ces questions-là. Donc ce sont des thèmes sur lesquels il faudra que le gouvernement se penche. Il y a aussi d'autres thèmes comme la question foncière. On voit un peu partout dans les campagnes que certaines terres ont été confisquées, etc., etc. Donc il faudrait que le nouveau pouvoir et cette nouvelle assemblée puissent se pencher sur une réflexion sérieuse en matière foncière. Comment faire pour que les paysans puissent disposer de leurs terres et qu'ils ne soient pas évincés pour des intérêts parfois privés. Alors, Monsieur Seck, vous êtes professeur d'université. L'enseignement aujourd'hui au Sénégal est confronté à un problème, même si des solutions sont en train d'être élaborées. L'enseignement, c'est l'université, mais aussi l'enseignement secondaire. Alors, est-ce que vous essayez, vous, à votre niveau, de réfléchir sur une solution ou des solutions de sortie de crise? Sur la question de l'éducation, je crois qu'il faut peut-être rappeler un peu les circonstances dans lesquelles les grèves ont eu lieu. C'est que le gouvernement avait pris des engagements signés qui n'ont pas été exécutés, parfois pour des raisons budgétaires. Et je pense que la question, elle est là. Est-ce que le nouveau gouvernement va aussi trouver les moyens de régler ces primes que réclament ces enseignants, etc. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de résultats à ce niveau, ce qui met en péril encore le système éducatif. Donc il faudrait peut-être une démarche beaucoup plus participative en associant les leaders syndicaux, en les écoutant aussi et en négociant surtout avec eux. Parce que si le gouvernement ne peut pas faire tout d'un seul coup, si les syndicats réclament tant de milliards, le gouvernement peut dire, bon voilà, je mets tel, jusqu'à exécution à son terme. Donc, est-ce que le gouvernement a les moyens de régler cela? C'est ça le problème. La question, elle est plus une question budgétaire qu'une question, disons, syndicale. Au-delà de ces questions à incidence peut-être budgétaire ou financière, il y a d'autres questions, il y a d'autres volets de la crise universitaire surtout, tel le volet effectif. Est-ce que vous pensez que ou alors quelle est votre solution à vous? La solution à ce problème-là, c'est quoi? Au niveau de l'université, ce qui a surtout amené les difficultés, c'est surtout la mise en place de cette réforme LMD, loi master, licence, master, doctorat, avec ses implications aussi, l'augmentation des charges pédagogiques, l'augmentation des charges financières, etc., la réforme des grades, un certain nombre de mesures que le gouvernement devait prendre. Et donc, jusqu'à présent, les enseignants attendent le gouvernement sur ces questions-là. Et certains sont parfois un peu remontés, certains syndicats, etc., parce qu'il n'y a pas encore de réponse appropriée par rapport à ces préoccupations. D'accord. Et vous pensez que le nombre d'universités qui existent actuellement au Sénégal est suffisant? Est-ce que la politique à ce niveau-là est pertinente ou cohérente? Voilà, l'augmentation des charges pédagogiques est liée à l'augmentation, disons, de l'effectif. Si vous allez à l'université de Dakar, vous savez très bien comment ça se passe. Des étudiants qui viennent à 5h, 6h du matin pour entrer dans les amphis. Je pense qu'il y a nécessité d'injecter beaucoup plus de moyens
dans le secteur de l'université parce que c'est le facteur de développement et de progrès. Il faudrait créer d'autres universités à Dakar et renforcer peut-être les centres universitaires régionaux qui existent déjà et donner plus de moyens à certaines universités, certains pôles d'excellence comme l'université de Saint-Louis, où on forme quand même les meilleurs cadres de ce pays. Oui, c'était considéré au départ comme une université d'excellence. Elle le reste? Elle le reste jusqu'à présent. Nous ne voulons pas à Saint-Louis de la massification. Nous avons vu ce qui s'est passé à Dakar, parce que la massification des effectifs a pour conséquence la diminution du niveau des études et donc de la valeur des diplômes. Donc il faudrait que ce culte de l'excellence soit quand même préservé avec une certaine ouverture, mais cette ouverture suppose aussi l'augmentation des moyens, la construction de nouveaux bâtiments, etc. etc. et c'est ce que réclament aussi les syndicats du supérieur. Mais un deuxième type d'université, je veux dire d'excellence, ça s'impose aujourd'hui au Sénégal, au-delà de Saint-Louis, vous pensez? Bon, je pense qu'à Saint-Louis, il y a quand même suffisamment d'espace. Saint-Louis fait 5 fois l'université de Dakar, plus même en espace. Donc le président Senghor, quand il crée l'université de Saint-Louis, c'était dans cette optique-là. Il a été assez visionnaire pour que, à l'avenir, qu'on puisse meubler tout cet espace-là et former, disons, l'élite intellectuelle de ce pays-là. Et donc, je pense qu'il faut juste augmenter les moyens et renforcer les capacités de ces universités en bâtiments administratifs, en bâtiments pédagogiques et aussi tenant compte de l'augmentation des effectifs en enseignants et également de l'augmentation des traitements. Mais l'implantation des centres universitaires régionaux, pourtant c'est une démarche assez intéressante. Ça participe même de la proximité. À ce niveau-là, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi l'améliorer, mettre plus de moyens? Moi, je pense que à la place des centres universitaires régionaux, on aurait pu donner plus de moyens aux universités. Il y a assez d'espace pour renforcer ces moyens-là. Mais maintenant que c'est déjà fait, ça permet quand même de délocaliser un certain nombre de formations, notamment les formations techniques, etc. Mais pour les formations classiques, je ne vois pas trop l'utilité, disons, d'en inventer de nouveau dans les régions. Il faut que le temple du savoir garde aussi sa prestance. D'accord. Professeur Seck, mais merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Dans cette émission Point de vue, professeur Seck est le chef du département sciences politiques à l'UFR droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est agrégé de droit et sciences politiques. Mesdames, Messieurs, merci. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Point de vue.